Bonjour Monsieur Youssef Indy, bienvenue dans le média Aloha News. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir, vous êtes historien des religions et des géopolitiques, auteur notamment de nombreux ouvrages, dont le dernier qui est Comprendre le conflit israélo-palestinien paru aux éditions Contre-Culture. Ce livre-là, pourquoi est-il nécessaire de l'avoir écrit justement à cette période? Pourquoi il est nécessaire? Pour plusieurs raisons. D'abord, le timing, c'est-à-dire que depuis octobre 2023, le massacre, l'épuration ethnique, la tentative d'épuration ethnique en tout cas, et le génocide perpétré à Gaza a attiré l'attention du monde entier et beaucoup de gens ne s'étaient pas, comment dire, intéressés sérieusement à ce conflit, en tout cas à la genèse. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un événement frappant, le 7 octobre, le 11 septembre, eh bien, il y a un narratif, un storytelling, comme on dit en anglais, qui se met en branle et qui fait débuter très souvent le conflit à partir de l'événement qui a choqué le monde. Alors, ce livre-là, justement, je l'ai écrit et publié pour que les gens qui n'ont pas le temps de lire des gros pavés sur le sujet, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre très court, de 170 pages. Les gens qui n'ont pas eu le temps de lire de gros pavés, d'études pointues et détaillées sur le conflit israélo-palestinien des origines à nos jours, eh bien, est un livre qui retrace cette histoire. Le livre commence dans les années 1870 et il se termine en 2024. Et je reprends, j'analyse et pas vraiment de l'analyse, j'énumère les faits plutôt depuis l'époque, depuis la fin du 19e siècle à nos jours, avec bien sûr les événements clés, les premiers mouvements d'immigration juive, les achats de terres par les organisations sionistes, la création du foyer national juif suite à la Première Guerre mondiale, la révolte des Palestiniens en 1929, 1936, l'épuration ethnique, la guerre de 48, la création de l'État d'Israël en 48, la guerre de 56, la guerre de 67, la guerre de 73, la première intifada, les accords d'Oslo, la seconde intifada, la montée en puissance des messianistes au pouvoir, les massacres, les bombardements réguliers depuis 2008 à Gaza et jusqu'au 7 octobre et au génocide en cours. Pourquoi ce livre? Parce que en réalité, il n'existe pas de livre court qui retrace toute cette histoire. Vous pouvez trouver des livres courts qui vont traiter d'une partie de l'histoire, où vous allez trouver des ouvrages qui traitent d'un aspect du conflit, ou alors de gros pavés qui traitent du conflit et de l'histoire de la Palestine des origines de nos jours. Et ce que j'ai fait là, et je pense avoir réussi parce que le livre connaît un franc succès, c'est de retracer cette histoire qui peut être lue en quelques heures. Ça a été très difficile à faire, mais je pense avoir réussi. Voilà. Alors bientôt un an après le début de l'invasion à Gaza, la première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce qu'on peut parler d'un point de vue du narratif et de la médiatisation de conflit, d'un espèce de revirement sans précédent? C'est un tournant majeur pour plusieurs raisons. C'est que Israël apparaît aux yeux du monde tel qu'il est. En tout cas, le projet sioniste apparaît tel qu'il est. Et il apparaît tel qu'il est du fait de la radicalisation du gouvernement, des gouvernements successifs israéliens, la radicalisation de la classe politique, mais aussi la radicalisation de la société israélienne qui a permis cette radicalisation au sommet, ce qu'on ne dit pas suffisamment. J'apporte des statistiques, d'ailleurs des études israéliennes dans mon livre qui mettent en évidence la montée en puissance du messianisme juif et du radicalisme religieux dans la société israélienne. Et ça a fait prendre conscience à de nombreuses personnes qu'on avait affaire là, quand même au bout de quasiment un siècle d'établissement de projets sionistes et depuis 1947 d'épuration ethnique de façon continue avec des pics, ça fait prendre conscience donc aux gens qu'on avait affaire à un projet
d'épuration ethnique depuis les origines. Et ce qui a fait prendre conscience aux gens, c'est à la fois la dimension euh, spectaculairement macabre de ce qui se passe à Gaza. C'est-à-dire que en termes de bombes, de puissance déchaînée contre la population civile, on dépasse Nagasaki, Hiroshima et Dresde. Donc c'est une catastrophe. Il y a cette dimension spectaculaire qui est véhiculée aussi par les médias, enfin, pas par les médias, hein, je veux dire les médias sociaux, les réseaux sociaux. Comme le disent d'autres analystes, en fait on assiste à un génocide en direct sur nos téléphones portables. Et ça c'est quelque chose de tout à fait inédit, tout à fait choquant. Et ce massacre de masse est accompagné de déclarations de dirigeants israéliens et de leurs relais, notamment en Occident, totalement décomplexés. Netanyahou, au début du massacre, a déclaré: nous réalisons les prophéties d'Ésaïe, nous sommes le peuple de la lumière, eux, les Palestiniens, sont le peuple des ténèbres. Son ministre de la Défense a déclaré: nous coupons l'eau, l'électricité, les vivres. Ce sont des animaux humains et nous les traitons comme tels. Et récemment, le grand rabbin de France, Raïm Corsia, quand on l'a questionné sur la politique, le massacre de masse à Gaza, il a dit qu'il ne critiquerait pas la politique de Netanyahou et qu'il faut terminer le boulot. Il a parlé en ces termes, c'est-à-dire finir de massacrer, de génocider les Gazaouis. Voilà les quelques raisons qui font que le conflit actuel marque un tournant majeur. Et on remarque aussi, ce qui est tout à fait frappant, c'est que dès qu'il se passait quelque chose qui touchait de près ou de loin Israël, on parlait d'Holocauste, de Shoah, etc. Ça revenait en permanence. Or là, le fait que la Cour internationale de justice, organe de l'ONU, ait reconnu qu'on était soit qu'il y avait un risque de génocide, ou des jurys de l'ONU qui ont déclaré qu'on était dans un génocide. Le risque de génocide était accompagné d'ailleurs au début de l'année, donc par la Cour internationale de justice, d'un certain nombre d'actions à mener, ou plutôt d'actions qu'il faudrait cesser de la part d'Israël, qui conduiraient qui conduirait selon eux au génocide, c'est-à-dire de façon concrète. Or, euh, les Israéliens n'ont tenu aucun compte de ce qui a été déclaré et de ce qui a été ordonné par la Cour internationale de justice. Donc, on peut dire qu'on est dans un génocide. Donc, d'une certaine façon, le, le discours sur le génocide à Gaza est venu masquer, occulter le discours. Voilà, il a rendu impossible le discours sur la Shoah, sur la victimisation éternelle. Pourquoi? Parce que cela montrerait au monde, et cela montre aujourd'hui au monde, que selon les Israéliens, en fait, selon leurs alliés occidentaux, il y a deux humanités. Il y a le peuple élu et les autres. Le simple fait de dire à chaque fois qu'il y a un mort israélien: regardez, il y a un mort, 5 morts, 6 morts, c'est horrible, et de dire concernant 40 000 Palestiniens, il faut finir le boulot, implicitement, le message qui est envoyé, c'est ça, c'est: nous sommes le peuple élu, nos morts comptent, mais les morts palestiniens ne comptent absolument pas, parce qu'implicitement, en fait, ce sont des sous-hommes. Comme l'a dit le ministre de la Défense israélien, ce sont des animaux humains. C'est ça le discours implicite qui est véhiculé par les relais sionistes en Occident. Si je vais dans votre réflexion, comment ça se fait que ce discours-là qui est finalement de dire, voilà, il y a deux humanités, comment ça se fait qu'il a une audience en Occident, sachant que bah, l'Occident ne partage pas forcément une vision religieuse, ne fait pas forcément partie justement de ce que vous appelez le peuple élu, etc. Alors, ce que l'on constate quand même, c'est que dans le monde occidental, il y a eu des manifestations de masse contre le génocide, contre le massacre. Mais le discours israélien est tout à fait accepté par la classe dirigeante, le gros de la classe dirigeante occidentale, sauf quelques exceptions, hein, bien sûr. On a eu par exemple l'Espagne, les dirigeants espagnols, les dirigeants norvégiens, mais grosso modo, en Occident, en Europe de l'Ouest, les alliés des États-Unis, les dirigeants acceptent ce discours-là, puisque eux-mêmes
ont tenu ce type de discours dans d'autres circonstances. En France, c'était le discours macronien vis-à-vis des Gilets jaunes. On se souvient même de François Hollande à l'époque qui parlait des sans-dents quand il parlait des Français, des Français d'en bas. Donc il y a un mépris en fait social fondamental en France et dans de nombreux pays occidentaux. Il y a en fait cette idée qu'il y a deux humanités, l'hyperclasse au-dessus, et donc qui rejoindrait une sorte de peuple élu, et ça renvoie à une dimension à la fois religieuse et culturelle, qui est celle du calvinisme, un peu du luthérianisme, mais aussi et surtout du calvinisme qui s'est implanté, comme on le sait, en Angleterre et aux États-Unis, donc dans le monde anglo-américain. Il faut pas oublier que les États-Unis en tant qu'État, même en tant que peuple, s'est fondé sur un génocide. Donc le génocide quelque part, c'est quelque chose qu'ils connaissent et qui ne les choque pas fondamentalement. Donc en fait, on a un mépris à plusieurs dimensions, un mépris économique et social, un mépris racial qui a qui est vraiment caractéristique des dirigeants occidentaux de cette époque et en fait qui sont en communion de pensée avec les dirigeants israéliens. Je précise au passage que Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial, est conseillé par un Israélien, Yuval Harari, donc qui est un penseur israélien qui a écrit un livre qui s'appelle Homo Deus, c'est-à-dire l'homme Dieu, et qui a un discours littéralement eugéniste où il parle en fait de l'hyperclasse, des dirigeants qui sont des dieux, et les autres, c'est-à-dire nous, les peuples, il les qualifie d'inutiles, les inutiles, donc les gilets jaunes, etc. Donc il y a véritablement, là on le voit, hein, et là c'est bien symbolisé par Klaus Schwab, Harari, Macron et les dirigeants occidentaux, un mépris vis-à-vis de tout ce qui leur est inférieur, selon eux, socialement et même racialement. Aujourd'hui, c'est très net. Lorsqu'on voit, je sais pas moi, en France, que ce soit des médias ou des politiques qui sont globalement alignés sur le narratif israélien, bah, ça crée finalement une espèce de, comment dire, des tensions au sein de leur propre société civile. Ce qu'il faut quand même dire en préambule, c'est que les manifestations, que ce soit en Occident ou ailleurs, par rapport à ce qui se passe à Gaza, c'est très souvent éphémère. C'est sous le coup de l'émotion, de la colère, une colère qui est tout à fait légitime, mais comment dire, ça n'a pas de suite politique. Euh, on n'a pas de grand parti en Occident pro-palestinien dont la question centrale est la question palestinienne. Si ce n'est, par exemple, la gauche en France et les filles qui a beaucoup parlé de ce conflit, notamment avant les élections législatives, puis ils se sont un peu calmés là-dessus. Bon, il y a certaines personnalités qui maintiennent ce discours, hein, comme Émeric Caron, par exemple, qui sont pas forcément dans une logique électoraliste. Mais si on compare avec la comment dire la politique pro-israélienne, on voit bien que la politique pro-israélienne menée par les pays occidentaux n'est pas menée sur la base de l'émotion ou de réaction épidermique de la part des Juifs, mais par une action souterraine et même tout à fait ouverte du lobby pro-israélien en Occident. Il y a un livre d'ailleurs d'Ilan Pappé qui vient de sortir en Angleterre qui s'appelle Lobbying for Israel, Lobbying for Zionism on both sides of the Atlantic. Donc faire du lobbying pour le sionisme sur les deux rives de l'Atlantique, et il montre bien dans son ouvrage la permanence depuis le 19e siècle, moins le milieu du 19e siècle, de l'action de ce lobby pro-israélien, enfin, d'abord sioniste puis pro-israélien, auprès des grandes nations. Le tournant, on peut dire, c'est que ces manifestations pro-palestiniennes
sont la manifestation peut-être inconsciente d'une solidarité des peuples occidentaux qui sont eux aussi méprisés par leurs dirigeants, comme les Palestiniens sont méprisés et écrasés par les dirigeants israéliens. Donc, comme je dis, c'est-à-dire qu'au sommet, il y a une communion de pensées idéologiques entre les dirigeants israéliens et les dirigeants occidentaux, mais à la base aussi, on peut, comment dire, on peut interpréter ces manifestations comme une solidarité entre des peuples qui sont écrasés par un pouvoir qui est homogène, ce qu'on peut appeler l'oligarchie occidentalo-israélienne. Voilà, pour aller vite. Et là, dans cette perspective, on, on peut être optimiste, non pas je reprendrai pas l'expression de Karl Marx, prolétaires du monde entier, unissez-vous, mais il y a quelque chose de cette nature. Donc en fait, on voit aussi, et là sur le plan géopolitique, ça se traduit, c'est que de nombreux pays d'Afrique ou d'Asie, de puissance moyenne ou de petits pays qui ont été méprisés, écrasés par les puissances occidentales, à commencer par les États-Unis, se tournent vers les puissances réémergentes comme la Russie et la Chine, qui, il ne faut pas l'oublier, ont été des puissances, des pays qui ont été dominés de façon différente à leur manière, notamment dans les années 90 la Russie et bien sûr la Chine à l'époque du colonialisme britannique et puis japonais et des guerres de l'opium et des puissances des pays des cultures qui ne fonctionnent pas comme les puissances thalassocratiques anglo-américaines sur un mode de mépris, ce que j'appelle un ségrégationnisme géopolitique, un ségrégationnisme dans les relations internationales. Donc on a une sorte de grande alliance qui est forgée et, et avec une autre alliance, alors forgée entre États, hein, petits États et grandes puissances, mais une alliance qui ne s'est pas encore établie entre les peuples occidentaux qui sont écrasés par leurs propres dirigeants et les autres peuples opprimés, les États opprimés et les grandes puissances qui les soutiennent aujourd'hui, même si bien sûr elles y ont un intérêt, à savoir la Russie et la Chine. Donc on est vraiment dans une grande reconfiguration idéologique et géopolitique, avec un soutien apporté aux Palestiniens, notamment par la Chine, hein, qui avait un représentant à la Cour internationale de justice, par la Russie. Et d'ailleurs, la Palestine sera invitée au prochain sommet des BRICS, invitée par la Russie et, euh, et la Chine. J'étais un peu long, mais voilà. Désolé. Vous avez parlé justement du fait que, on va dire, il y a des mobilisations, mais qui sont plus ou moins éphémères en Occident. Est-ce que vous pensez que, à terme, il serait possible d'avoir des organisations structurées, quelque chose d'assez global, et aussi, enfin, ce que je remarque dans différentes mobilisations, c'est qu'il y a différentes communautés entre guillemets qui se mobilisent pour cette cause, et je remarque que sur d'autres questions de société, bah, je vais prendre par exemple des communautés LGBT et des communautés de croyants de la communauté musulmane par exemple, où je vois des questions qui sont possibles à des divisions, en tout cas à des fractures. Par exemple, la question des questions de conservatisme concernant l'identité du genre, etc., etc. Alors, c'est une question importante. Alors, pour poursuivre dans le propos que je tenais précédemment, je pense qu'il y a la possibilité, ou en tout cas une idée à creuser, d'organisations politiques nationales, mais qui établissent des alliances à l'échelle internationale, pas sur un programme commun, parce que je pense que l'idée d'une révolution internationale de type communiste n'est plus d'actualité. De toute façon, ça a été un échec. Mais trouver des points de convergence entre les peuples occidentaux qui sont écrasés par leurs dirigeants, les pays de taille intermédiaire et de petite taille d'Afrique ou d'Asie et des grandes puissances, trouver un socle commun et une lutte
une lutte commune et le meilleur moyen de trouver ce dénominateur commun, c'est de désigner l'ennemi commun. Et en fait, ce que l'on constate quand on fait de l'analyse à la fois économique, géoéconomique et géopolitique, c'est que quels que soient les conflits importants du moment, les conflits économiques et sociaux en Occident, la destruction économique, ce qui se passe à Gaza, l'exploitation, les tentatives d'exploitation, la remontée en puissance de la Chine et de la Russie, etc., on retrouve à chaque fois un ennemi commun, c'est-à-dire cette oligarchie anglo-américaine et même occidentalo-israélienne. Donc s'il y avait, pour prendre un cas précis, s'il y avait en France des organisations politiques ou si des organisations politiques de gauche étaient véritablement conséquentes, elles travailleraient à établir une alliance déjà à l'échelle française avec le peuple de droite, le peuple de gauche avec le peuple de droite qui normalement subit le même ennemi, à moins qu'il y ait une alliance objective. Là, je parlerai des législatives avec une gauche et une droite qui en fait ont fait le jeu de Macron, qui se sont ouvertement alliés à Emmanuel Macron, mais pour prendre de la hauteur, une alliance avec d'autres pays, un programme et une stratégie politique pour euh, desserrer l'étau, notamment sur les peuples occidentaux, à savoir destruction économique, financiarisation de l'économie par ceux qui tiennent les États, donc Goldman Sachs, Rothschild, BlackRock, et et un ennemi que leur impose cette oligarchie, à savoir la Russie. Et donc en fait, on voit bien que ne serait-ce que dans ce jeu à trois, il y a deux alliés objectifs, sont les peuples d'Europe de l'Ouest avec la Russie, puisque ils ont un ennemi commun. Maintenant, pour prendre l'autre dimension, la dimension idéologique ou plutôt sociétale, il est évident que si on regarde là aussi les réseaux, par rapport au LGBTisme, on voit bien que ceux qui financent ces réseaux-là LGBT et qui font de la propagande, notamment visant les enfants, font aussi partie du problème puisque c'est l'oligarchie anglo-américaine, israélo, judéo-protestante. Là, à savoir, si on veut donner un nom, c'est George Soros. Alors, George Soros finance, et c'est vrai aux États-Unis, des manifestations pro-palestiniennes, mais c'est pour mieux les vider de leur substance, puisqu'on allie l'eau et l'huile, c'est-à-dire les mouvements LGBT avec les mouvements pro-palestiniens. Surtout si on se rappelle que les Palestiniens et les peuples de la région sont dans leur écrasante majorité totalement hermétiques à ces idéologies. Et donc même si vous êtes ouvert sur le plan sociétal, vous pouvez l'être à titre individuel, ça c'est votre problème, mais pourquoi vouloir injecter du LGBTisme dans la cause palestinienne si ce n'est pour la détruire de l'intérieur? Alors qu'en réalité, si on regarde bien, on a des Palestiniens conservateurs qui se battent contre des sionistes et des sionistes de deux tendances. Il y a la tendance likoudnique, messianiste de droite et d'extrême droite, et la tendance sioniste de gauche. Je rappelle que c'est la gauche sioniste, c'est-à-dire le mouvement travailliste, socialiste, sioniste, qui a fait l'État d'Israël et qui était au pouvoir jusqu'en 1977, jusqu'à l'arrivée de Menachem Begin au pouvoir. Donc en fait, ce sont les deux facettes d'une d'une même pièce. Donc pour revenir à ça, moi je pense effectivement que il n'y a pas d'alliance possible, pérenne en tout cas, avec le LGBTisme et la dimension sociétale et la dimension sociétale du globalisme, la dimension sociétale de l'hégémonisme anglo-américain et la cause palestinienne. Je pense que c'est un piège. Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent bah finalement les luttes pour le droit des LGBT et la cause palestinienne s'inscrivent dans le même socle qui est la, la théorie de l'intersectionnalité, où finalement
bah il y a la classe, la race, le genre, etc. Et que il y a un espèce d'éveil et que les gens doivent se mobiliser ou en tout cas être solidaires de ces causes-là et que finalement le soutien de la communauté LGBT s'explique par ce biais-là, quoi. Alors oui, je le connais ce discours. En fait c'est un discours purement idéologique qui n'a absolument pas justifié si on se penche sur l'histoire. Si on se penche sur l'histoire des mouvements LGBT, féministes, etc., on voit bien que l'essentiel de ces mouvements ont été portés par des gens issus de la haute bourgeoisie, de la bourgeoisie intellectuelle, économique, d'abord dans les milieux protestants et les milieux juifs. Milieu protestant réformé, milieu juif réformé, avant de devenir des mouvements laïcs, athées, etc. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce sont pas des mouvements d'émancipation par rapport à un pouvoir qui les écraserait. C'est plutôt un mouvement qui vise à normaliser pas seulement l'homosexualité, mais le transsexualisme, le changement de sexe, donc jusque au changement de sexe des enfants. Donc je vois pas en quoi la propagande visant à déstabiliser psychologiquement des enfants a à voir avec la lutte du peuple palestinien qui vise à libérer sa terre d'un oppresseur et d'un colonisateur. Parce qu'en fait, c'est ça le discours. Le discours, c'est que on serait tous dominés par des hommes blancs de plus de 50 ans, donc un pouvoir patriarcal blanc, que ce soit en Occident ou en Palestine, et on doit tous s'allier contre ce pouvoir-là. Ah, en réalité, euh, je veux dire, il y a un loup, il y a un loup déguisé en brebis et qui se fait passer pour une victime. Je veux dire, George Soros qui finance les mouvements LGBT, il ne le fait pas pour libérer les homosexuels d'une oppression, surtout pas aujourd'hui. Je veux dire, dans le monde occidental, il n'y a pas d'oppression des homosexuels, ni même des transsexuels. Mais par contre, il y a une propagande qui vise à mettre sur un pied d'égalité homosexualité et hétérosexualité, couple homme-femme et couple homosexuel qui vont payer, se dit en passant, une femme pauvre d'Inde ou de je ne sais quel pays pour qu'elle leur fasse un enfant qu'ils vont élever. Et c'est en général des bourgeois. Donc en fait, il faut vraiment détricoter tout ça et séparer les ordres. La question palestinienne, c'est la question palestinienne, et même le colonialisme israélien n'est pas tout à fait comparable à tous les colonialismes occidentaux. On peut le comparer au colonialisme anglais et l'épuration ethnique et le génocide des Indiens en Amérique. Là, oui, c'est tout à fait comparable. Et quand on creuse la question, on se rend compte que ces deux colonialismes-là, ces deux épurations ethniques, ces deux génocides sont fondés sur le même socle, à savoir l'Ancien Testament, puisque ceux qui ont perpétré le, le génocide des Indiens étaient des gens qui s'assimilaient au peuple juif, au peuple élu, qui considéraient l'Atlantique comme la mer Rouge, qui considéraient l'Amérique comme l'Éden paradisiaque et la Nouvelle Jérusalem, et qui considéraient les Indiens comme les nouveaux Cananéens à exterminer. Donc, il faut faire ce travail-là, à la fois d'études historiques et d'exégèse idéologique. Quel est l'intérêt, vous avez parlé de certains groupes ou lobbies, que ce soit évangélistes, sionistes, etc. Quel est l'intérêt de faire valoir cette idéologie, sachant que les questions d'LGBTisme sont plus ou moins accolées à la gauche encore, même si aujourd'hui l'extrême droite met certaines figures et normalise, on va dire, dans leur discours, le fait qu'on peut être homosexuel et d'extrême droite. Alors, le mouvement LGBT, il vient, comme je l'ai dit, des mouvements protestants réformés et juifs réformés, mais qu'il ne faut pas mélanger, qu'il ne faut pas confondre avec le judaïsme orthodoxe ou le protestantisme conservateur. Parce que les juifs orthodoxes, les juifs dans leur écrasante majorité qui sont encore attachés à leur tradition, sont anti-LGBT de façon radicale. De même que les protestants conservateurs sont anti-LGBT. Mais
le judaïsme réformé a accouché du féminisme juif, tout comme le protestantisme dans sa version réformée, et qui va ensuite euh, influencer les mouvements de gauche. On va dire que la gauche juive et protestante sécularisée, puisqu'en fait on voit beaucoup de représentants juifs de gauche qui sont LGBTistes. Il y a même des théoriciens du LGBTisme, du transsexualisme, etc. Comme Judith Butler. D'ailleurs, même des fois, des gens qui ont reçu une éducation juive traditionnelle et qui sont devenus athées. Eh bien, eux sont les héritiers du judaïsme réformé et du protestantisme réformé. Donc, vous avez aujourd'hui du LGBTisme qui est très largement rattaché à la gauche. Mais quand on retrace la genèse, on retrouve des milieux religieux qui ont accouché eux-mêmes de cette idéologie et même de mouvements d'opposition à leur propre tradition. Et les féministes juives qui s'opposent aux talmudistes, aux rabbins, etc., ainsi de suite. Donc vous avez en définitive, pour être schématique, en Israël, Netanyahou qui représente l'extrême droite messianique, et vous avez, donc, qui est anti-LGBT, etc., là, de façon très nette, et vous avez George Soros, qui est un juif hongrois, euh, qui vient de la haute finance, et qui représente l'hégémonisme, le globalisme de gauche. Donc, vous avez un globalisme de gauche, LGBTiste, et un globalisme de droite, qui est lui, qu'on peut appeler néoconservateur, likoudnique en Israël. Et donc ces deux mouvements s'opposent sur certaines questions. Notamment, George Soros n'est pas du tout favorable à Israël, puisqu'il considère cela comme du tribalisme, comme du nationalisme, alors que lui, il est pour la société ouverte et la destruction de toutes les frontières et de toutes les nations. Donc, ils vont s'opposer, effectivement. Mais il vise un projet qui est hégémonique et qui a, par contre, lui, les mêmes racines. Eux, ils ont les mêmes racines. C'est-à-dire les deux mouvements ont les mêmes racines. Alors, pour revenir un peu en arrière, on a parlé d'une potentielle cohésion, d'une organisation de différentes entités. Le président Erdogan dernièrement a appelé les nations musulmanes à s'unir par rapport à Gaza. Est-ce que pour vous c'est un discours politicien ou est-ce que ça peut être possible, sachant que si on regarde l'Égypte par exemple qui a triplé les exportations vers Israël, même si la Turquie a émis des sanctions, on voit des entreprises turques qui disent on envoie en Palestine, mais en fait Mm. c'est un espèce de détournement. On voit le Maroc et l'Arabie Saoudite qui ont envie de normaliser les relations avec Israël. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense que c'est un discours politicien qui vise, qui s'adresse surtout à la population turque, peut-être aussi au reste du monde musulman, pour le faire apparaître lui, Erdogan, comme un anti-sioniste. Mais comme vous l'avez précisé, oui, il y a des accords économiques, des échanges commerciaux entre la Turquie et Israël qui sont très forts, et c'est simplement un discours qui vise à toucher et à apaiser la population turque qui, elle, est clairement antisioniste, et les musulmans. Mais il n'y aura pas de il n'y aura pas de suite à cela. Non. Il faut pas rêver. Je pense que c'est pas du tout. Je veux dire, euh, si on veut établir une alliance musulmane islamique contre Israël, il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Je veux dire, Erdogan, il peut très bien, à partir de demain, commencer à soutenir, par exemple, la branche armée du Hamas, le Hezbollah, à se mettre en relation avec, enfin, à se réconcilier avec la Syrie de Bachar el-Assad, à se rapprocher de l'Iran, c'est-à-dire les acteurs qui sont déjà en conflit direct ou indirect avec Israël. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Mais non, non, c'est d'une grande hypocrisie. Quel est l'intérêt, quels sont les avantages des États arabes à ce qu'il y ait un conflit à Gaza?
Je sais pas si on regarde, si on se dit les États musulmans, idéologiquement, en fait, ils doivent forcément être du côté de Gaza. Dans les faits, c'est pas du tout le cas. C'est quoi? Est-ce que c'est la peur ou est-ce que il y a d'autres avantages que les États arabes pourraient tirer de ces situations? Je lui dis ça parce qu'il y a des trucs qui tournent un peu sur Internet où on parle d'un espèce de corridor économique et que Gaza pourrait faire partie d'un projet qui lierait Israël et l'Arabie Saoudite. En tout cas, qui serait un corridor économique qui s'inscrirait dans ce sens-là. Oui, alors il y a le projet. Bon, alors pour l'instant, on n'a rien de très concret. Bon, le projet Canal Ben Gourion, c'est un projet qui est officiel. Alors, on a fait une vidéo d'ailleurs avec Rachid Achachi sur ODC TV où on en a parlé. Il se pourrait bien que ce projet Ben Gourion, pour lequel plusieurs milliards de dollars ont été débloqués et qui n'a pas, genre, dont le chantier n'a toujours pas commencé, il se peut que ce projet soit repoussé jusqu'à l'épuration ethnique à Gaza, parce qu'en fait, Gaza serait se situerait sur le futur canal Ben Gourion tel que le prévoient les Israéliens. Parce que si le canal Ben Gourion est tracé, mais avec Gaza toujours peuplé de Gazaouis, cela rallongera la longueur du canal. Alors que s'ils le font sur Gaza, ça va raccourcir la longueur du canal. Ce qui serait un canal concurrent au canal de Suez égyptien et qui pourrait faire passer plus de navires plus larges, etc., etc. On dit que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite seraient pourraient être dans le futur impliqués euh, dans ce projet, mais pour l'instant, je n'ai rien lu de concret dans ce sens. Premièrement. Donc pour l'instant, on ne peut pas s'avancer. Concernant l'Arabie Saoudite qui avait commencé à normaliser, le Maroc qui a commencé à normaliser, en fait, c'est dans un mouvement que j'ai critiqué, que je critique depuis longtemps, mais pas critiqué dans le sens où on aurait pu faire autrement sur le plan historique, c'est de la critique du nationalisme arabe et enfin, en fait de la division, de l'acceptation de la division du monde arabe et donc de l'égoïsme national euh, qui met totalement, comment dire, qui jette à la poubelle en fait la communauté qui doit dépasser en fait les intérêts nationaux, c'est-à-dire la communauté islamique, al-Ummah. Mais bon, on n'a pas attendu l'abolition du califat à la naissance des nations pour être égoïste et pour défendre nos intérêts. Mais je veux dire que ce qui se passe à Gaza actuellement, un génocide en cours, aurait dû conduire tous les pays musulmans non seulement à mettre un terme à la normalisation, mais à condamner de façon extrêmement ferme et extrêmement radicale Israël et cesser tout lien et tout rapport diplomatique et autres avec Israël, ce qui n'a pas été le cas. Il y a les pays qui ont normalisé, mais il y a aussi les pays qui ne font rien. Euh, Parce qu'il y a tout un discours, chaque pays musulman, chaque ressortissant de tel pays va pointer du doigt tel ou tel pays, comme le Maroc, par exemple, qui a normalisé que ça, en rajoutant même parfois. Mais vous avez beaucoup de pays musulmans, la plupart des pays musulmans n'envoient pas des armes à Gaza. Ils ne soutiennent pas la résistance palestinienne à Gaza. Ils ont un discours antisioniste qui n'est pas suivi de faits. Erdogan a un discours antisioniste, c'est bien, ça fait plaisir à entendre, mais ce n'est pas suivi des faits. Je veux dire, il faudrait qu'on m'énumère le nombre de pays musulmans qui véritablement s'engagent économiquement et militairement avec les Palestiniens. Ils sont très très peu nombreux en fait. C'est quelques pays de la région et quelques organisations de la région, notamment le Hezbollah, la Syrie, l'Iran, Ansarullah au Yémen. Enfin voilà, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc il y a ceux qui ont normalisé, ceux qui n'ont pas normalisé, puis il y a les pays aussi qui entretiennent des relations avec Israël, mais euh, en sous-marin comme on dit, voilà, de façon discrète, mais euh, mais réelle. Maintenant, de façon réaliste et froide, oui, je peux comprendre qu'il y a des pays qui
défendent. L'État est un monstre froid qui défend ses intérêts propres et seulement ses intérêts propres, sans prendre en considération les catastrophes humanitaires, la solidarité musulmane. Je veux dire, la solidarité musulmane, elle n'existe que qu'en théorie, pas dans les faits. Je veux dire, sans même parler du cas palestinien, on a vu les puissances de l'OTAN détruire la Libye. Euh, Combien de pays musulmans se sont mobilisés pour venir en aide à la Libye? Combien de pays musulmans sont mobilisés pour venir en aide à l'Irak? Je parle pendant les bombardements, pendant les invasions de l'OTAN et des États-Unis. Combien de pays sont venus en aide à l'Afghanistan? Donc c'est pas seulement une question palestinienne, c'est une question plus profonde qui touche les pays musulmans, une crise beaucoup plus profonde qui a à voir avec l'absence de puissance, tout simplement. Est-ce qu'on peut lire ça par rapport à une forme de, je sais pas, laïcisation de l'islam au sens où, euh, je sais pas, on voit par rapport à l'Arabie Saoudite qui a promu aussi énormément pendant des années une vision très rigoureuse salafiste et a propagé ça à travers le monde. J'ai l'impression que là ils sont en train de revenir en arrière, d'enfermer des imams, etc. et en train de dire voilà on veut un islam moderne, etc. Enfin modéré ou moderne, je sais pas quel. On s'y perd. La communauté musulmane au sens de la Oumma est sans doute une vision purement intellectuelle, quoi. Et de deux, que l'islam lui-même, en tant que religion, vit une, euh, une transformation qui risquerait de la vider de de ce qui reste, quoi, on va dire. C'est une question complexe parce que ça renvoie à l'histoire de longue durée du monde musulman et des phases successives de son déclin. Euh, bon, il y a le cas de l'Arabie Saoudite et du wahhabisme qui effectivement a semé de très très gros désordres depuis le XVIIIe siècle, depuis l'avènement de Mohammed ibn Abdul Wahhab, puis au XIXe siècle et au XXe siècle. Arabie Saoudite et wahhabisme qui ont été instrumentalisés par les Anglo-Américains, les Occidentaux, et qui ont permis à l'Arabie Saoudite d'exporter le wahhabisme dans des pays d'abord musulmans, arabes, puis plus loin encore, et même pour viser les populations musulmanes, surtout la jeunesse, vivant dans le monde occidental. Ça a provoqué ce qu'on appelle en islam une fitna, c'est-à-dire discorde, guerre civile. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et on l'a vu notamment avec la guerre en Syrie, où l'Arabie Saoudite et le Qatar ont été très actifs dans la destruction de la Syrie. Donc le monde musulman a subi des convulsions et des véritables guerres civiles, mais des guerres civiles internationales au sein du monde musulman. Et là, j'aurais pas l'espace ici, mais ça mériterait un diagnostic très approfondi sur cette histoire de longue durée qui a conduit à cette catastrophe-là. Et là, c'est sur des siècles. C'est pas seulement, faut pas seulement remonter à l'Empire ottoman finissant à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qui a été dépecé, mais il faut aller encore au-delà. Mais ce qui est clair, c'est que l'islam et un certain nombre de principes islamiques ont été abandonnés par les États musulmans. Ça c'est indéniable. Mais aussi, comme je l'ai dit, il y a cet affaiblissement matériel, ce manque de puissance des pays musulmans qui les empêche euh, de se réunir ou d'agir. Quand vous avez comme l'a déjà dit à plusieurs reprises, notamment dans des entretiens qu'on a eu tous les deux, Rachid Achachi. Je veux dire, quand vous avez des pays musulmans qui achètent des armes à des pays occidentaux qui, qui les dominent, comment est-ce que vous pouvez attendre de la part de ces pays musulmans-là qui défient le monde occidental ou Israël? Donc c'est compliqué. J'ai écrit un article il y a un certain nombre d'années, je crois que c'était en 2017 sur Géopolintel
qui s'appelle Aux origines de la crise du monde musulman. Bon, c'est juste un article, hein. L'article ne prétend pas revenir sur faire le diagnostic complet. Mais voilà. Et là, comme vous dites, il y a beaucoup de convulsions et de tensions au sein de la communauté musulmane, mais c'est pas du tout ce qui se passe. Il n'y a pas une volonté de se retrouver en tant que communauté ou en tant que... Est-ce qu'il y a une volonté des musulmans de se réunir? Oui et non. C'est-à-dire que sur le papier, oui. Oui, donc les musulmans parlent de Oumma, etc. Mais là, comme on l'a vu récemment sur avec les tensions entre l'Algérie et le Maroc, le discours sur la Oumma, la solidarité musulmane, etc. disparaît très très vite au profit du discours nationaliste autour de la nation. Donc là, c'est plus l'islam qui est mis en avant, c'est la fierté nationale, ce qui se comprend, hein, parce qu'il y a aussi en arrière-fond des vieux conflits, notamment conflits territoriaux qui datent du lendemain de la décolonisation. Donc c'est des questions qui sont très graves et on peut pas balayer ces questions-là simplement en mettant un peu d'islamité. Surtout quand on vit dans ces pays-là. Ce qui est plus surprenant, c'est quand les gens ne vivent pas dans ces pays-là et qui sont dans un nationalisme quasiment hystérique, sans aucun recul. Très souvent, les Marocains qui vivent au Maroc et les Algériens qui vivent en Algérie ont beaucoup plus de recul sur ces questions-là. Donc oui, il y a une frustration des musulmans. Il y a qu'à voir ce qui se passe à Gaza ou ce qui s'est passé en Irak, etc. À chaque fois qu'il y a un drame qui touche une population musulmane, un pays musulman, bon bah il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des manifestations, mais ce n'est pas suivi d'effet. Parce qu'il n'y a pas de levier, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a rien qui permet aux pays musulmans de venir, ne serait-ce que de venir en soutien des pays musulmans qui eux sont en première ligne et se battent, comme je l'ai dit précédemment. Donc pour l'instant ça reste un vœu pieux. Hein. L'union des musulmans c'est un vœu pieux, de la théorie. Et euh, et ce qui démonte totalement le discours tenu par les occidentalistes, les néoconservateurs, qui parlent des pays musulmans, de l'islam, du projet d'invasion de l'islam, etc. Je veux dire, il n'y a pas plus divisé que le monde musulman. Et ces gens-là, ces idéologues, ces menteurs, prétendent que le monde musulman serait unifié, qu'il aurait un projet commun et que son but, ce serait de détruire le monde occidental, le modèle occidental, etc. Alors que quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est absolument faux. Quand bien même il le voudrait, il ne pourrait pas. Le ministre israélien Ben Gvir se baladait au mont du Temple où il y a le troisième monument sacré de l'islam. Il y a une vision standard ou une vision minoritaire qui est finalement la destruction de la mosquée Al-Aqsa et la construction d'un temple. C'est quand même un symbole très fort au sein de la communauté musulmane, mais j'ai l'impression que même ce genre de provocation n'a pas du tout effet, puis de la réaction de la communauté musulmane. Pour répondre déjà à la première question, oui, il y a une volonté, pas seulement de ce ministre-là, mais depuis des décennies, de détruire la mosquée d'Al-Aqsa, la mosquée Al-Aqsa, et construire le troisième temple. Et d'ailleurs, la première provocation euh, près de ce lieu, près de ce que les Juifs appellent le mont du Temple, date de 1928. Ce sont des hommes de Jabotinsky, je le rapporte d'ailleurs dans mon livre, des hommes de Jabotinsky, qui ont manifesté avec un drapeau sioniste près du mur occidental, près du mur d'alimentation, donc près de la mosquée Al-Aqsa. Ce qui a été une des raisons du début de la révolte des Palestiniens de 1929. Donc c'est pas quelque chose qui date d'hier. On se souvient aussi de septembre 2000, quand Ariel Sharon est allé sur l'esplanade des mosquées, ce qui a conduit à la deuxième intifada. C'est arrivé dans une période où il y avait des négociations de camp David de 2000,
sur le statut du mont du Temple et sur le projet des Israéliens d'y construire d'abord une synagogue qui serait fréquentée par les Juifs, etc. On peut remonter aussi plus loin, en 1967, quand le général Aumônier, le rabbin Shlomo Goren, voulait détruire. Mais on y reviendra dans les prochains mois avec Pierre-Antoine Plaquevent. Enfin, j'en dis pas plus, mais vous aurez bientôt quelque chose de substantiel sur le sujet. Mais Pierre-Antoine Plaquevent a d'ailleurs publié sur strategica.fr un dossier sur ce projet-là, projet du Mont du Temple. Donc c'est un projet qui est ancien, pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas seulement ce gouvernement fanatique. Non, il y a un musée pour la reconstruction du troisième temple qui a été créé en 1987 avec tous les instruments, avec une maquette du temple qui a été présentée notamment à Mike Pompeo, qui était le secrétaire d'État de l'administration Trump, c'est le ministre des Affaires étrangères, qui est un évangélique sioniste, et qui en a présenté cette maquette du futur temple à Jérusalem. Donc non, ce n'est pas le fait de quelques individus isolés. Il y a vraiment un projet. Oui. Alors, peut-être une des dernières questions. Il y a quelque chose aussi qui nous a beaucoup interrogé, c'est l'argument du fait que du peuple élu, le fait que cette terre a appartenu aux Juifs il y a 3000 ans et qu'il est tout à fait naturel, puisque la Bible le dit notamment, de récupérer ces terres-là et que c'est un peu une mission, etc. Comment ça se fait que d'un point de vue international, que ce soit des politiques ou même des médias, etc., considèrent un argument qui s'inscrit dans une religion en fait, le considère tout simplement. Si on regarde par exemple en France où il y a justement cette vision de la laïcité, etc., etc. Comment ça se fait qu'un argument comme celui-ci n'est jamais remis en cause? Je sais pas, je trouve ça assez surprenant. Alors d'abord la première chose qu'il faut dire, c'est sur le statut de la Terre Sainte dans la Bible hébraïque et le Talmud. Bon, j'ai consacré un livre à ce sujet-là, Occident Islam, tome 1, sur sa genèse messianique du sionisme, où je montre que, d'abord, lorsque les Juifs, les Hébreux entrent en Terre Sainte, il est écrit dans la Bible, dans le Deutéronome, qu'on les avertit. On leur dit que vous pouvez entrer en Terre Sainte, mais que si vous dégénérez, si vous adoptez d'autres idoles, enfin si vous adoptez des idoles, si vous violez les lois de votre Seigneur, eh bien vous serez expulsé de cette terre. Puis l'expulsion a eu lieu. D'ailleurs, on retrouve des passages du Coran sur ce sujet. Bref, l'expulsion a eu lieu, mais c'est fait en plusieurs étapes. D'abord, il y a eu la destruction du royaume du Nord, parce qu'en fait, avant, il y avait un royaume d'Israël qui s'est divisé en 920 avant Jésus-Christ en deux royaumes. Le royaume du Nord, qui était le royaume d'Israël, et le royaume du Sud, le royaume de Juda. En 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord est détruit par les Assyriens. Puis, en 587, 586, le royaume du Sud, Jérusalem, est attaqué par les Babyloniens qui détruisent le temple, le premier temple. Puis, comme vous le savez, en 70 de notre ère, les Romains détruisent le second temple et expulsent de Jérusalem la population juive, de Jérusalem. Hein. Pas, comme certains le disent, de toute la Palestine, toute la Terre Sainte, non. Simplement Jérusalem. Parce qu'après, on a créé un mythe, le mythe de tout un peuple déplacé et expulsé, qui aurait erré pendant des siècles. Non, en fait, il y a une minorité, donc les Juifs de Jérusalem qui ont été expulsés de Jérusalem. Il y avait bien sûr une diaspora, déjà depuis l'époque babylonienne, il y a une diaspora à l'époque romaine, etc. Mais le gros de la population qui vivait en Judée à l'époque n'est pas partie de Judée. Elle est restée là. Simplement, elle s'est convertie au christianisme, puis une partie s'est convertie à l'islam. Donc en fait, les descendants des Hébreux, ce sont les Palestiniens. D'ailleurs, il y a des études génétiques qui ont été menées qui mettent en évidence cela. En fait, les Juifs ashkénazes, qui sont la majorité des Juifs, ne sont pas des Sémites, et que les Palestiniens ont un code génétique qui est très proche, voire similaire aux anciennes populations cananéennes, judéennes, etc. de la région. Mais le Talmud dit que les Juifs, donc, qui ont été expulsés, en tout cas ne peuvent pas, ne doivent pas, n'ont pas le droit de retourner en Terre Sainte pour reconstituer la nation d'Israël. C'est interdit par la loi juive.
parce que il est écrit dans le Talmud qu'ils doivent attendre l'arrivée du Messie, qui doit refonder le royaume d'Israël, rapatrier les Juifs, etc. Simplement, comme j'ai montré dans mon premier livre, dont je vous ai parlé, il y a eu une évolution dans la pensée juive, notamment dans la Kabbale, et qui a influencé le messianisme juif, à savoir en gros, au XVIe siècle, de la réforme organique, savoir en gros que le peuple juif est son propre messie et qu'il va s'apporter lui-même sa propre rédemption par des actions sans attendre le messie. Ce qui, in fine, va vous donner le sionisme. Donc déjà, même le discours religieux porté par les juifs sionistes qui sont devenus aujourd'hui majoritaires est un discours religieux hérétique par rapport à cet interdit. Un interdit qui a été respecté pendant près de 2000 ans, pendant 1900 ans. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, la question, c'est pourquoi est-ce que les dirigeants français, par exemple, acceptent ce discours religieux. En fait, c'est simplement le rapport du dominé au dominant. Parce que le retour en Terre Sainte a été porté par un double mouvement. Un mouvement religieux qui était minoritaire à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, très minoritaire, et un mouvement au sein du monde sioniste qui était athée et qui était majoritaire. C'est la gauche sioniste, c'est la droite sioniste, révisionniste, etc. Ce sont des gens, des athées. Mais, comme je l'ai expliqué dans mon premier livre, ce mouvement sioniste athée n'est que la forme sécularisée d'un mouvement messianique sioniste. Le sionisme, comme beaucoup d'idées religieuses d'ailleurs, a connu une sécularisation et une laïcisation, notamment au XIXe siècle. Mais il n'en demeure pas moins que c'est originellement un projet religieux, car même les gens comme Jabotinsky ou Ben-Gourion qui était un socialiste, qui était premier ministre israélien, utilisaient des références bibliques pour justifier le futur État d'Israël du Nil à l'Euphrate, justifier la conquête du Sinaï, etc. Donc il y a un discours religieux sous-jacent chez les sionistes, même les sionistes athées. Et du côté de ceux qui les ont aidés à accomplir le projet sioniste, création du foyer national juif, etc., il y a d'abord les Britanniques, qui sont des protestants. Et parmi les Britanniques, il y avait des protestants évangéliques religieux qui ont agi dans le sens de la création du foyer national juif et d'Israël pour des visées religieuses, c'est-à-dire rapatrier les Juifs en Terre Sainte pour hâter le retour du Christ. Ça, c'est une idée qui est en fait juive et qui a pénétré les milieux protestants, notamment au XVIIe siècle, dans les milieux millénaristes. Et les États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez un lobby pro-israélien juif et un lobby pro-israélien évangélique, protestant, sioniste, et qui représente, je veux dire, vous avez 90 millions à peu près d'évangéliques aux États-Unis. Et donc, parmi eux, 30 millions de sionistes. Donc, en fait, ceux qui continuent à faire avancer le projet sont à la fois des laïcs et des religieux juifs et des religieux protestants. Donc, la laïcité en France, qui est pas en fait la séparation de l'Église et de l'État. La laïcité, en fait, c'est une religion. J'ai pensé créer un livre à ce sujet, la mystique de la laïcité, s'applique aux catholiques et aux musulmans, mais pas aux juifs, puisque vous avez, par exemple, un statut spécial pour les juifs depuis notamment l'époque de Napoléon, juifs religieux, et vous avez en France des tribunaux rabbiniques qui s'occupent des affaires civiles, notamment des divorces et autres, qui règlent des conflits entre juifs. Vous avez un tribunal rabbinique. Si je vous disais par exemple qu'il y avait un tribunal islamique, vous seriez surpris, mais il n'y en a pas. Pas de tribunal islamique en France, c'est un tribunal rabbinique. Et je rappelle que Hanouka, fête juive, en plus une fête guerrière, en fait, qui commémore un fait de guerre contre les Grecs, eh bien, a été fêté à Paris, place du Trocadéro, menorah géante, place de la République, menorah géante, et cette année, je crois que c'était l'année dernière, de 2023, ça a été fêté à l'Élysée,
avec le grand rabbin de France et Emmanuel Macron, président de la République. Donc on a fêté Hanouka à l'Élysée, avec un rabbin qui aujourd'hui déclare que le génocide à Gaza, eh bien, c'est un boulot qu'il faut terminer. Donc le combat contre la religion en France, il est à géométrie variable, hein. C'est on combat le catholicisme, on combat l'islam, tout en faisant venir des immigrés pour mieux combattre leur religion. Ça aussi, c'est une autre bizarrerie, un autre paradoxe, une stratégie en fait qu'il faudrait analyser ailleurs, mais pas contre le judaïsme, ni contre le judéo-sionisme en fait. Voilà. Merci beaucoup. Comment vous voyez l'issue de ce conflit? Est-ce que vous le voyez à long terme, à court terme? Parce que on parle d'un cessez-le-feu, etc. Mais bon, ça serait déjà très bien. Ça serait déjà très bien, mais ça ne résoudra pas le conflit. Israël, alors déjà ce qu'il faut dire, c'est que ce qui se passe à Gaza est prévu depuis longtemps. Le livre dont je vous ai parlé, Occident Islam, tome 1, et aussi, je le rappelle là, mais dans mon dernier, mais dans mon premier livre qui date de 2015, j'avais cité un projet euh, rédigé en juillet 2014 par le vice-président de la Knesset, Moshe Feiglin, concernant Gaza. Et en fait, je l'ai cité, hein, et en fait, le projet, c'est de faire ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, il disait, utiliser une puissance de feu maximale à Gaza sans tenir compte des populations civiles ni des infrastructures civiles et chasser les Gazaouis vers le Sinaï. Et cette terre de Gaza appartient aux Juifs, elle reviendra aux Juifs jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est le projet initial. Donc ça, c'était prévisible. Je l'avais prévu, et si j'ai prévu, c'est pas parce que je suis voyant, c'est simplement, j'ai lu les Israéliens et je les ai cités. Donc le projet sioniste euh, se poursuivra jusqu'à son échec. C'est-à-dire que les sionistes, depuis qu'ils ont créé le Foyer national juif et l'État d'Israël, ne cessent de perpétrer des massacres et de mener des guerres pour étendre les frontières d'Israël du Nil à l'Euphrate, les frontières bibliques. Or, bon, ils essuient une défaite en fait à Gaza. Ils massacrent la population, mais ils essuient une défaite militaire. C'est pour ça qu'ils tentent de provoquer un conflit avec le Liban, donc le Hezbollah, avec l'Iran et attirer les États-Unis dans le conflit. Ben ça, c'est quelque chose que je dis publiquement depuis octobre 2023. Ça, c'est très très clair. La stratégie israélienne est très claire, en tout cas à mes yeux. Donc, provoquer déclencher des provocations, une escalade. D'ailleurs, Ehud Barak lui-même, qui est ancien ministre de la Défense et ancien Premier ministre, a déclaré sur LCI en avril dernier, Netanyahou est entouré de ministres messianiques qui l'influencent, qui le poussent à provoquer une escalade contre l'Iran pour hâter la venue du Messie. C'est pas, là, c'est plus moi qui le dis, c'est Ehud Barak, ancien Premier ministre, travailliste. Donc, les choses sont très claires. Israël ne peut pas gagner une guerre seule. Ils ont besoin des États-Unis, des Occidentaux, surtout des États-Unis, pour gagner une guerre. Donc, ils ont besoin d'un embrasement régional pour attirer les États-Unis dans ce conflit. C'est ça le but de la manœuvre d'ailleurs depuis le début. Et on voit en fait que le Hezbollah au Liban et l'Iran sont dans la retenue, sont vraiment dans la retenue. Ils répondent, il y a des échanges de tirs, en fait, il y a des affrontements depuis octobre, mais le Hezbollah est dans la retenue pour pas donner un prétexte aux Israéliens et pour ne pas déclencher un embrasement régional. Mais je pense qu'à terme, c'est inévitable. Celui qui veut l'embrasement, en général, euh, atteint ses objectifs plus que celui qui veut l'empêcher. À moins qu'il y ait des grandes puissances extérieures qui interviennent pour l'empêcher. Ça a été le cas en 1956 avec l'Union soviétique. Ça a été le cas en 67 et aussi en 73 avec l'intervention des grandes puissances soviétiques et américaines. Donc, je suis pas très optimiste. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Youssafindi? Simplement mon actualité. Donc, j'ai fait paraître aux éditions Contre-Culture Comprendre le conflit israélo-palestinien. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment avoir une idée très, très, comment dire,
rapide du conflit en quelques heures de lecture. Pour ceux qui veulent aborder la dimension religieuse, mon premier livre paru en 2015, Occident Islam, tome 1. Et puis, si Dieu veut, dans les prochains mois, de nouvelles publications. Voilà, je laisse la surprise.